Nous arrivons à notre 14e séance où nous allons faire défiler les points que constitue la 4e étape. Je rappelle plutôt que nous avons vu lors de la 13e séance l'étape 1, 2 et 3 où il s'agissait dans l'étape 1 de collecter les propriétés physiques à leur température moyenne ou à leur calorique. Puis, dans l'étape 2, il s'agissait de trouver quelle était la quantité de chaleur par unité de temps qui était transférée dans le changeur. Dans l'étape 3, la plus importante était faire un estimé de la valeur du coefficient global de transfert thermique. Et nous abordons aujourd'hui, lors de cette 14e séance, la 4e étape où nous allons commencer à nous rapprocher de l'échangeur, c'est-à-dire d'un point de vue technologique, c'est-à-dire d'un point de vue mécanique. Mais au préalable, donc nous allons déterminer la DTTML et le coefficient, mais au préalable, commençons par se fixer les idées par le nombre de passes que l'on va adopter ou on va choisir côté tube et côté calandre. Je rappelle, nous sommes en train de faire ce qu'on appelle le sizing, c'est-à-dire l'échangeur de chaleur n'existe pas. Nous essayons de trouver quel est l'échangeur susceptible de réaliser une certaine consigne, comment doit être cet échangeur. Nous sommes en train donc de faire son dimensionnement, dimensionner cet échangeur. Donc nous avons supposé, premièrement, connaissant les fluides mis en circulation, nous avons supposé une valeur du coefficient global de transfert thermique. Maintenant, dans l'étape 4, nous devons déterminer, nous devons choisir, faire un choix quant au nombre de passes côté calandre et côté tube. Le nombre de passes côté calandre et côté tube. Donc au préalable, on va expliquer tout ceci. Alors, pourquoi n'ira-t-on pas rapidement vers un nombre de passes classique 1-1, c'est-à-dire une passe côté calandre et une passe côté tube? Il faut savoir, comme je vais le détailler progressivement, que le nombre de passes est choisi, côté tube évidemment, pour pouvoir avoir des vitesses plus importantes, pour lutter contre l'encrassement, mais surtout aussi pour augmenter le transfert thermique côté tube. Donc, le passage du fluide côté tube va nous permettre, à part augmenter le temps de séjour, c'est d'augmenter également la longueur sur laquelle se fait l'écoulement, puisqu'il va y avoir globalement des allées et venues du fluide dans les tubes, des allées et venues, puisque quand il y aura par exemple 2 passes, il va y avoir un aller et un retour du fluide dans les tubes. Il va y avoir un aller-retour du fluide dans les tubes, qui sont bien sûr disposés parallèlement. Les tubes sont disposés parallèlement. Le nombre de passes possibles se situe entre une passe, côté tube, une passe, et on peut même trouver jusqu'à 16 passes. 16 passes. Plutôt en nombre pair. Il est très déconseillé de choisir un nombre impair de passes côté tube. À l'exception bien sûr du cas une passe côté tube. À l'exception du cas une passe côté tube, il vaut mieux rester sur des nombres de passes supérieurs à une, toujours en nombre pair. Alors, qu'est-ce que je disais ici dans la note de bas de page? Pour l'échangeur à tube en U et à tête flottante, interne, évidemment les deux tubulures, celle de l'entrée et de la sortie, sont portées par la boîte avant, par la boîte de distribution avant. Le nombre de passes impair est surtout rencontré dans les échangeurs à plaque tubulaire fixe. En effet, on peut dans ce cas faire porter à la tubulure de sortie, à la boîte de sortie, à la boîte de distribution arrière, une tubulure de sortie. Par conséquent, nous pouvons réaliser un nombre de passes très difficilement, mais on peut quand même réaliser un nombre de passes impair. Alors, résumons. Le nombre de passes est choisi pour obtenir une vitesse d'écoulement côté tube requise pour pouvoir avoir un bon coefficient de transfert thermique, mais pas seulement,
c'est aussi pour pouvoir lutter contre l'encrassement. Pour pouvoir lutter contre l'encrassement. C'est ce qui est noté en première note de bas de page, complètement à droite. Bien, je continue. Oui, mais la raison principale de le nombre de passes côté tube, c'est pour pouvoir avoir une vitesse donnée, la vitesse requise côté tube. Pour pouvoir procéder à un dimensionnement, il me faut une certaine vitesse. Eh bien, les passes côté tube me permettent d'avoir cette vitesse en procédant par des cloisons, cloisons de séparation de passes qui sont disposées dans la boîte avant, la boîte de distribution avant. Je m'explique ici sur cette diapositive, normalement. Bien plus tard. Donc nous avons commencé pour amorcer ce dimensionnement. Nous allons commencer par un échangeur 1-2, c'est-à-dire une passe côté calandre et deux passes côté tube. Une passe côté calandre et deux passes côté tube. Donc voici mon choix. Nous procéderons dans un premier choix. Nous commencerons par faire le choix d'un échangeur à tube et calandre 1, 2. Une passe côté calandre, deux passes côté tube. Alors je continue. Maintenant, la question qu'on est en droit de se poser, c'est quelles sont les limites des vitesses? Où est-ce qu'il faut se situer? Quelle vitesse est appropriée? Quelle vitesse est appropriée? Quels sont les critères pour pouvoir choisir cette vitesse? C'est ce qu'on va être fait ici. Alors on nous dit, si les critères ne sont pas respectés, on va voir quels sont ces critères. Le nombre de passes doit être augmenté, côté tube, voire côté calandre parfois. Ou alors les deux en même temps. Mais côté tube, le nombre de passes doit être augmenté. Mais qui sont ces critères? Nous avons dit, c'est en relation, c'est par rapport à l'encrassement. Le critère, c'est par rapport à l'encrassement, par rapport également à l'érosion des tubes et pour augmenter le transfert thermique. Donc c'est relatif à l'encrassement excessif, à l'érosion des tubes. Quand il y a de grandes vitesses, il va y avoir les tubes qui vont subir une érosion. La paroi des tubes va subir une érosion. Et nous devons aussi garder en tête que l'intérêt principal aussi d'augmenter le nombre de passes, c'est d'augmenter le coefficient de convection côté tube, puisque nous allons aller vers des vitesses de plus en plus importantes qui vont nous améliorer les gradients thermiques, c'est-à-dire les échanges thermiques. Alors, la gamme des vitesses se situe entre 1 mètre par seconde jusqu'à 2,5 mètres par seconde. C'est ce qu'on va noter par les unités anglo-saxonnes, entre 3 et 8 feet. Entre 3 et 8 feet par seconde. Mais, comme on l'a dit, pourquoi? Parce que des vitesses trop lentes, inférieures à 1 mètre par seconde, vont favoriser l'entartrement, l'encrassement des tubes. Et des vitesses supérieures à 2 mètres par seconde vont favoriser l'érosion du tube. Donc il faut se situer globalement, pour les liquides, il faut se situer entre 1 jusqu'à 2,5 mètres par seconde. Autrement, pour les autres types de fluides, voici ce que nous avons. Donc je viens de dire que pour les tubes, côté tube, les vitesses varient de 1 jusqu'à 2,5, on dit jusqu'à 1, maximum 4 mètres par seconde. Côté calandre, en revanche, les vitesses varient entre 0,3 jusqu'à 1 mètre par seconde. C'est normal. La calandre a un diamètre beaucoup plus grand, c'est normal qu'il est très difficile d'augmenter les vitesses au-delà de ces valeurs. Pour les gaz, en revanche, là vous avez de la vapeur sous vide ou bien à pression atmosphérique ou bien sous grande pression, où vous avez les gammes de variation des vitesses qui sont données ici. Alors, donc nous avons dit qu'il était souhaitable de maintenir la vitesse des liquides dans les tubes, à l'intérieur des tubes, dans une gamme qui varierait entre 1 mètre par seconde jusqu'à 2,5, c'est-à-dire entre 3 feet par seconde jusqu'à 8 feet par seconde, pour pouvoir bien augmenter les échanges thermiques, diminuer l'encrassement excessif des parois intérieures des tubes. Bon, c'est tout. On continue. Donc voilà ce que l'on pouvait dire à propos de cela. Et maintenant, il y a un ouvrage très intéressant aussi, que j'ai trouvé très intéressant, qui est donné ici, le CERT, où il vous donne carrément, pour un certain nombre de matériaux, les vitesses maximales que peuvent avoir les liquides et les gaz à l'intérieur des tubes. Donc voici, j'ai fait une capture d'écran pour vous donner la page et
l'ouvrage. Donc c'est Bell et Muller qui vous donnent certaines vitesses maximales spécifiques. Elles sont spécifiques aux matériaux. Donc qu'est-ce qu'on peut voir rapidement? C'est que les matériaux qui constituent les tubes les plus durs, tels que l'acier, peuvent résister à des vitesses, à de grandes vitesses. Tandis que, on va dire, les matériaux les plus tendres, tels que le cuivre et l'aluminium, ceux-là ne peuvent pas résister à de grandes vitesses. Alors vous avez ici, par exemple, vous voyez, pour les, on va dire, les matériaux tendres, les voici, vous ne devez pas dépasser, non pas 8 feet par seconde, mais plutôt 6 feet par seconde, c'est-à-dire quelque chose comme 1,8 mètres par seconde. Donc voilà ce qui était intéressant ici à voir. Ici, vous avez pour les gaz cette relation qui vous permet d'avoir la vitesse maximale, avec m étant la masse molaire du gaz, P la pression en PSI, et vous avez votre vitesse maximale qui est donnée dans les systèmes anglo-saxon et non pas international. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était intéressant de vous présenter le CERT pour que vous voyez quelles sont justement les vitesses à ne pas dépasser ou bien à être au-dessus pour pouvoir éviter un encrassement excessif de l'intérieur des tubes et pouvoir également éviter que votre tube ne subisse une érosion à cause de grandes vitesses. Voilà, on va continuer toujours dans cette partie nombre de passes. Donc nous avons décidé de choisir une passe côté calandre et 2 passes côté tube. Il faut maintenant parler, nous avons dit qu'elles étaient au nombre, qu'elles pouvaient varier de 1 passe jusqu'à même 16 passes côté tube, qu'il fallait favoriser le nombre de passes paires. Par conséquent, dans ce cas, quand elles sont paires, le fluide entre et sort par la même tubulure portée par la boîte de distribution avant. Alors pour l'échangeur à tube en U, c'est bien sûr évident. C'est le seul cas qui peut se présenter puisqu'il n'y a pas de boîte de distribution arrière. C'est qu'un simple couvercle et donc il n'y a pas de tubulure à cet endroit-là. Donc pour les échangeurs thermiques à tube en U, c'est la seule disposition possible. Tandis que pour les tubes flottants, pour les têtes flottantes internes, par exemple la tête flottante S ou T, on pourrait, mais c'est très compliqué, pour assurer un nombre de passes impair, placer des tubulures sur la tête de sortie, mais je le dis, c'est très compliqué à faire. C'est généralement la tête flottante externe qui peut comporter plus facilement une tubulure de sortie. Alors voilà, je pense que c'est tout ce que l'on pouvait dire à propos de ça. Nous allons maintenant aller pour voir la détermination de la déterminale. Pour pouvoir avoir le deuxième point, il me faut avoir F, le facteur de correction. Donc nous allons, une fois qu'on s'est fixé les idées, par rapport au choix du nombre de passes côté tube et côté calandre, nous allons aller vers le coefficient de correction, le coefficient F. Comment est-ce qu'on fait? On a déjà parlé de ça quand j'ai présenté de manière très succincte la méthode de Kern. Aujourd'hui, on va voir ça en détail. Comment fait-on pour obtenir F à travers les abats que je vous présenterai. Donc voici ce que j'avais présenté quand j'ai fait la séance numéro 12. C'est très simple, je vous avais dit qu'il fallait calculer 2 paramètres, R et E. On commence par trouver le R. Le R, ce sont les températures. Les 4 sont connus, donc je peux accéder à R et à E. Une fois que j'ai le R, c'est-à-dire la valeur de R, je vais calculer E, l'intersection avec R me renseigne sur F. Ça, c'était ce que j'avais fait très rapidement. Alors maintenant, on va voir les ouvrages, le Kern, le Duty, comment est-ce qu'ils font pour pouvoir avoir justement, dans différents cas, la valeur de ce coefficient de correction indispensable pour calculer la delta TML, puisque on va voir que pour avoir la delta TML juste vraie, il faut multiplier la delta TML classique, celle qu'on connaît, par ce coefficient F, par ce F. Alors je commence. Donc dans le Kern et le Duty, dans les pages sont citées ici, vous avez
ces abacs qui vont commencer à défiler devant vous. Et oui, je n'avais déjà parlé. Quand est-ce que f il est égal à 1? Bah, f il sera égal à 1 uniquement dans le cas où vous avez une calandre type E, c'est-à-dire avec les deux tubulures placés aux deux extrémités de l'échangeur, avec un nombre de passes côté tube qui est égal à 1, et un nombre de passes bien sûr côté calandre qui est égal à évidemment à 1. Sinon, f va être aussi égal à 1 pour une calandre type F, avec un nombre de passes côté tube qui serait égal à 2. Dans ces cas, et quand vous réalisez le contre-courant, ben f va être égal à 1. Hormis ces deux cas, et bien sûr je ne l'ai pas dit, mais vous vous rappelez, j'avais parlé de ça, il ne faudrait pas qu'il y ait de chicane. Par conséquent, l'écoulement doit être parallèle au tube longitudinal. Pour tous les autres cas, il nous faut déterminer ce facteur de correction f. Et c'est ce que je vais essayer de faire avec vous dans la prochaine diapositive, je pense. Donc, comment fait-on? Bien voilà, je présente des abacs. D'abord, celle du kern et du tas. Alors, vous avez ici, vous allez voir défiler, et à chaque fois, il faut faire attention au nombre de passes qui sont là. Une passe côté calandre, 2 ou plus passes côté tube. Donc vous avez vos abacs, qu'est-ce qu'ils vous donnent? Le coefficient que nous recherchons qui note ft. Hein. Moi je note f, eux ils notent ft. ft, qui est donné ici, en fonction de s, et on vous dit voici le s, il est donné ici. Alors, eux ne font pas comme moi. Moi, je considère grand T et je fais distinguer uniquement le fluide chaud du fluide froid avec 1 et 2. Eux, ils prennent petit t et grand T pour distinguer les deux fluides. Donc vous avez ici pour ce nombre de passes ces abacs. On continue. Donc ce que je n'ai pas dit, c'est que ces courbes, c'est pour R. Vous avez R qui est égal de 0,1 jusqu'à 20 R. Je continue. Dans ce deuxième cas, vous avez 2 passes côté calandre, 4 et plus passes côté tube. Toujours la même chose. Donc vous avez le nombre de pages, c'est donné dans les annexes. Vous avez également, cette fois-ci, 3 passes côté calandre et 6 ou plus côté tube. Je continue, je vais faire ça rapidement, faire passer ça rapidement. 4 passes côté calandre, 8 ou plus côté tube. 5 passes côté calandre, 10 ou plus côté tube. 6. Là, on va voir un deuxième ouvrage, c'est le Ludwig, qui lui va donner ce facteur de correction toujours, avec un nombre de passes impair cette fois-ci, 3 passes côté tube, 3 passes côté tube, avec 2 écoulements à contre-courant et un écoulement à courant parallèle. Vous avez ici, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, pour la calandre type X, vous avez le coefficient de correction, toujours pour les mêmes paramètres, ils les ont juste changés. Ce n'est pas R et S, cette fois-ci c'est P et R. Vous avez ici, pour une calandre type J, puisque l'écoulement est divisé, voici les paramètres F, le coefficient de correction F, et vous allez encore découvrir ici, toujours pour la calandre J, mais cette fois-ci il y a 2 entrées et une sortie. Tout à l'heure il y avait une entrée et 2 sorties, là maintenant il y a 2 entrées et une sortie. Je continue. Donc nous avons vu comment ce qu'il fallait faire pour trouver ce facteur de correction.
Il fallait faire très attention pour sélectionner le graphique correspondant à votre cas. Donc j'ai commencé par vous présenter en fonction des nombres de... comme j'ai fait, en fonction des... J'avais oublié juste de signaler. Vous voyez ici pour la configuration. Ici, c'est en l'occurrence une chicane longitudinale qui nous permet de réaliser les deux passes côté calandre. Et ensuite, vous avez ici des échangeurs qui sont mis en série pour obtenir plus de passes côté calandre. C'est pour ça qu'il y avait un nombre de passes qui pouvait, ce que nous avons dit que le seul échangeur qui pouvait présenter un nombre de passes supérieur à une côté calandre, c'était la calandre type F. Mais comment se fait-il que je parle des calandres avec 4 passes côté calandre? Ce sont des échangeurs qui sont mis en série et qui nous permettent de réaliser ce nombre de passes excessif. Bien, je vais maintenant, comme je l'ai dit, une fois que nous avons décidé, nous avons décidé le nombre de passes côté tube et côté calandre, nous avons déterminé le coefficient de correction, nous allons calculer la delta TML, comme ceci, mais auparavant, ouais, je ne l'ai pas dit, alors. La delta TML, je ne l'ai pas dit, je ne sais pas pourquoi, j'ai dû me tromper. Enfin, la delta TML corrigée, c'est quoi? C'est F fois delta TML. C'est F multiplié par la delta TML. Je m'étonne de ne pas avoir prévu une diapositive pour cela. Vous m'en excuserez, peut-être que j'ai préparé entre-temps. Sinon, une fois que tout ceci a été fait, je vais aborder l'étape 5, qui est la détermination de la surface d'échange totale. La surface d'échange externe totale. Quelle est-elle? Donc vous l'avez compris, comment fait-on? Ben voici comment ce qu'on fait. On sait que la delta TML fois F me donne la delta TML corrigée, multipliée par l'estimé que vous avez choisi pour le coefficient global de transfert thermique, fois S vous donne la puissance calorifique échangée. Ma seule inconnue dans ce cas est S. Je tire S comme ceci, ça fera l'objet de la cinquième étape, pardon, et vous tirez votre surface d'échange S comme ceci. Voici votre surface S. Ce que j'ai oublié de dire, peut-être, j'aurais dû le faire tout à l'heure au niveau de l'étape 3, mais je l'ai fait auparavant, j'en ai parlé, c'est que U, le coefficient global de transfert thermique, celui que vous avez estimé à travers des graphiques ou de la BAC, des ABAC, eh bien U se base sur la surface externe. Je l'ai dit, U1S1, c'est exactement égal à U2S2. Pourquoi choisit-on U2S2? Je vous l'avais déjà dit, la surface externe est plus accessible, c'est pour des questions d'accessibilité. Donc on préfère travailler avec la surface externe. Les thermiciens ont décidé de faire comme ceci. Rapidement, je vais vous rappeler, je vais rafraîchir un peu les souvenirs parce qu'on l'a fait l'année dernière, où je vous avais présenté à l'occasion, j'ai ouvert le cours pour que vous voyez. Je vous avais présenté à l'occasion du premier cours de transfert thermique que nous avons fait ensemble. Je vous avais présenté 2 secondes. Quand j'ai fait le dimensionnement de l'échangeur à double tube seulement, donc quand j'ai fait l'échangeur à double tube, j'avais parlé de cela. Donc dans l'échangeur, voici l'échangeur arrivé. Voilà, quand j'ai commencé les calculs. Non, voilà, il y a une, voilà. Alors, je vous rappelle ce que je vous avais dit. Pour l'expression de la puissance calorifique échangée entre le fluide chaud et froid, bah, vous avez la relation qui disait globalement la densité de la puissance calorifique c'est égal à US delta T ml. Vous avez le droit de choisir soit U1S1 soit U2S2, c'est-à-dire U intérieur S intérieur du tube, ou alors U extérieur S extérieur du tube, c'est exactement la même chose. Mais pourquoi choisit-on S1, S2 par rapport à S1? Je vous avais dit qu'il était plus accessible, S2, la surface externe était plus accessible grâce à un pied à coulisses. Je pouvais rapidement déterminer quel était le diamètre, même s'il y a encrassement, je peux trouver la surface externe. En revanche, pour avoir la surface interne, il faut couper le tuyau, et c'est plus compliqué. Voilà. Ceci termine cette 14e séance. On se retrouve rapidement pour la 15e séance où je vais présenter avec vous l'étape 6, où cette fois-ci on va dans le côté technologique, c'est-à-dire décider de l'échangeur, des diamètres des tubes, de la longueur des tubes, du choix de l'alignement, de l'affectation des fluides côté tube et côté calandre, du choix de l'échangeur, plaque tubulaire fixe, tête flottante, tube en U, et
le nombre de tubes nécessaires. Le nombre de tubes nécessaires une fois que S, la surface globale d'échange, la surface externe évidemment, comme je viens de le dire, a été déterminée. Voilà, j'espère que c'est clair. Si ce n'est pas le cas, transmettez-moi vos commentaires. Je répondrai avec joie à vos interrogations si je le peux. Voilà, merci beaucoup de votre attention. À très bientôt, j'espère. Au revoir. Prenez soin de vous.